Alors, messieurs, dames, chers amis, bonsoir. Bienvenue à l'INEA et bienvenue à la dernière conférence du cycle Travail et Liberté aujourd'hui. Ce cycle de conférences a été organisé par l'atelier Travail et Liberté aujourd'hui, autrement dit ARLIB, en lieu de réflexion, de débat et de recherche sur les transformations, les métamorphoses du travail contemporain et sur les implications, sur la rechute que ces métamorphoses ont sur la sphère de la liberté individuelle et collective des individus contemporains. ARLIB a démarré, a commencé ses activités ici à l'INEA il y a 3 mois, au mois de mars. L'activité d'ARLIB s'articule sur différents plans, une échelle variable. On fait des réunions de vidéo, on fait des réunions sur invitation et on organise un cycle de conférences. Ça, c'est l'activité, c'est le côté public de notre activité. On a commencé le mois de mars avec l'invitation de Christophe Tejour et Emmanuel Renaud. On a continué le mois d'avril avec la conférence de Michel Lallemand. Au mois de mai, on a eu le plaisir de voir ici Daniel Desmarques. Et aujourd'hui, pour cette dernière conférence, pour expérimenter aussi un format différent, on a le grand plaisir d'avoir ici avec nous une équipe, l'équipe Travail, Entreprise et Subjectivité. Cette équipe est formée par Massimiliano Niccoli de l'Université de Paris-Nanterre, Luca Paltrinieri de l'Université de Rennes et Muriel Prévost-Carpentier de l'INAS de Nancy. Massimiliano, Luca et Muriel ont travaillé ensemble en tant qu'équipe au Collège international de philosophie de Paris. Ils ont mené un projet pendant 3 ans sur la question de l'entreprise, de la subjectivité et du travail aujourd'hui. Donc on a pensé qu'une résidence à l'INEA d'une semaine, des résidences d'équipe, c'est tant de formats que l'INEA pratique et soutient, aurait été aussi pour ARLIB une occasion extrêmement intéressante et féconde d'échanges, de confrontation formelle et informelle. Lundi et mardi, on a eu des séminaires individuels et aujourd'hui, c'est le moment d'une conférence collective, une conférence à 3. Donc, il n'y avait pas 3 conférences, mais une seule conférence avec 3 conférenciers différents. On n'a pas posé, exactement comme dans le cas des autres intervenants, on n'a pas suggéré, voire imposé un sujet à nos invités. On leur a seulement communiqué les 3 questions qu'on considère, mais qu'on considérait fondamentales au début de notre projet, car on a évolué du travail qu'on fait dans ces 3 mois. Et les 3 questions étaient fondamentalement les suivantes. Dans quelle mesure les métamorphoses du travail contemporain impactent, changent, transforment en général la sphère de liberté des individus? La deuxième question, est-ce qu'on peut aujourd'hui légitimement enquêter le travail en posant l'accent sur la dimension de la liberté? Ça ne signifie pas absolument oublier les autres questions qui sont au centre de la réflexion critique sur le travail contemporain, notamment la question de la souffrance, de l'exploitation, de l'aliénation, de la carte de sens, etc. Mais on s'est dit, et c'est un défi crucial pour ARLIB, qu'il ne faut pas oublier aussi l'autre moment qui a toujours constitué l'expérience du travail en individuel collectif, un moment que dans les époques passées, toujours on définissait comme émancipation. La troisième question, et la dernière était la question la plus générale, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais nous on trouve qu'il y a un manque fondamental, surtout sur le spectre gauche du champ politique, par rapport à la question du travail aujourd'hui, et c'est le manque d'une grande narration sur le travail. Une grande narration qui a comme protagoniste l'individu ou la classe, les groupes, le collectif de gens qui travaillent. Une grande narration qui, au XIXe et XXe siècle, s'appelait socialisme, et aujourd'hui, il y a tout simplement un vide au milieu de cette fondation. Donc, le défi de Paris le plus ambitieux sert de proposer le premier élément pour essayer de réinventer une nouvelle grande narration. Je m'arrête là, j'ai déjà trop parlé. Je passe la parole à l'équipe, donc à Massimiliano Niccoli, à Luca Paltrinieri et à Muriel Prévost-Carpentier
Jean-Claude qui va commencer. Et je vous remercie encore une fois pour être là. Je remercie le centre Granger, le centre Jules Gaston Granger qui a financé une partie de la résidence de l'équipe. Je remercie les invités et bon travail, bonne conférence. Merci Enrico pour cette présentation, cette présentation. Donc, dans le deuxième volet de la saga Blade Runner, le film Blade Runner 2 qui est sorti, ou 3, le 2 ou 3, qui est sorti récemment en fait. Les créateurs de réplicants, donc de ces robots qui sont mi-machines, mi-humains, affirment à un certain moment toutes les avancées de la civilisation ont été réalisées aux dépenses d'une main-d'œuvre asservie. Luca, pardon, microphone. Ah, ok. Donc, dans le dernier Blade Runner, le créateur de réplicants de ces machines robots affirme à un certain moment toutes les avancées des civilisations ont été réalisées aux dépenses d'une main-d'œuvre asservie. Il n'est dorénavant acceptable d'avoir des esclaves que si on les produit. Cette affirmation n'est pas sans vérité. D'un point de vue historique, on peut dire que l'esclavage et ensuite le servage ont été les formes dominantes d'extraction de la valeur du corps du travailleur. Le travail salarial n'est en fait qu'une invention récente, qui remonte à la fin du XIXe siècle, fondée sur l'idée que tout usage de la force de travail peut s'effectuer seulement sous condition de consentement de la part du travailleur, ce consentement étant formalisé la plupart du temps comme un contrat dit de subordination. Mais cela signifie aussi que cette libération du travail, ou plutôt soumission volontaire, au sens qu'il s'agit de consentir à sa propre subordination, a été accompagnée par un mouvement inverse et symétrique qui visait à créer un corps et un esprit du travailleur adapté à la tâche, susceptible donc d'améliorer les performances du travail lui-même. De la moralisation des ouvriers au XIXe siècle jusqu'au taylorisme, l'histoire du travail est toute une histoire de cette création de réplicantes esclaves, des corps et des âmes réduites à un rôle instrumental, le travail salarié lui-même étant présenté par un certain nombre d'auteurs post-marxistes comme une nouvelle forme d'esclavage. Certes, on peut s'indigner de cette réduction de l'humain à moyen, mais rien ne saura convaincre un conseil d'administration ou tout un strate managérial qu'il en est autrement et qu'il est parfaitement logique et légitime de concevoir les hommes et les femmes qui travaillent comme des instruments au service du profit. Je rappelle que l'intelligence et la stratégie syndicale du XXe siècle a largement consisté à accepter la légitimité de cette condition de subordination pour faire en revanche du salariat un rapport de force constitué avec le capital, permettant à la classe ouvrière d'acquérir des droits économiques et de protection sociale. Quoi que l'on dise, c'est cela qui permet de distinguer radicalement la condition de l'esclavage ou du servage de la condition salariale. Dans les premiers cas, l'esclave était pensé comme un instrument prolongeant le corps du maître, dont le maître se servait selon son gré, justement pour réaliser toutes les activités que sa nature d'homme libre l'empêchait de réaliser pour son compte, et dont il pouvait disposer librement, en certains cas, jusqu'à la mort. Dans le cas du salariat, une fois que l'on a correctement réalisé que le rapport entre donneur d'ordre et travailleur n'est pas un rapport neutre, symétrique, comme le voudraient certaines idéologies, on doit toutefois reconnaître que ce même statut de subordination juridique permet au travailleur d'être protégé, de se protéger, et donc de s'installer dans un rapport de force avec les donneurs d'ordre. D'où toute l'ambiguïté du droit du travail, qui apparaît tour à tour comme un instrument de domination dans les mains des détenteurs des moyens de production et comme moyen d'établir un rapport de force au service de l'intérêt d'un travailleur qui s'est émancipé de la condition d'esclave. Or, ce même risque d'esclavage se présente aujourd'hui aussi et surtout sous la forme d'un travail de plus en plus éloigné des formes traditionnelles de la subordination légale, auto puis micro-entrepreneuriat par exemple, sous la forme d'un travail précarisé, caractérisé par des exigences d'implication de plus en plus grandes, par des salaires très bas, voire des formes de travail gratuits, par exemple, une bonne partie de ce qu'on appelle le digital labor, ou dans le cas de l'exploitation corporelle féminine, le clinical labor. La situation devient de plus en plus fréquente des travailleurs qui, tout en jouissant plus de protection assurée par les contrats de subordination, se trouvent dans une double dépendance économique, et n'arrivant souvent à peine à assurer les conditions de leur reproduction, et organisationnelle, car dans les nouvelles formes de digital labor, et notamment dans le travail sur les plateformes digitales, les travailleurs est de plus en plus lié par des moyens technologiques à son employeur. Applications diverses et variées,
chat, réseaux sociaux qui demandent une disponibilité presque totale, jusqu'aux bracelets électroniques devenus tristement célèbres dans les entrepôts d'Amazon. Doit-on considérer ces moyens numériques comme des nouvelles chaînes? C'est là que l'économiste, éditorialiste du journal économique italien Il Sole 24 Ore et consultant Enrico Verga affirme « Étant donné que toute relation de travail qui ne serait pas encadrée sous la forme de contrat de subordination ou sous celle de prestation de services par un agent libre d'organiser par lui-même son propre travail, présente un risque de dérive vers une forme d'esclavage, pourquoi alors ne pas réévaluer simplement les contrats d'esclavage pour assurer au moins une protection des travailleurs? Au moins, l'esclave avait un toit, de la nourriture, un minimum de salaire. À Rome, les esclaves avaient en général des conditions de vie meilleures que les artisans, puisque les côtés négatifs de l'esclavage, comme dépendance absolue sans protection juridique, continuent finalement d'exister et de se renouveler. Une tâche paradoxalement humaniste pourrait être de transformer les micro-entrepreneurs en esclaves. Il s'agit bien sûr d'une provocation, mais à moitié seulement. Cette provocation a le mérite de pointer la persistance de la nature instrumentale du travail. Comme l'esclave était l'instrument captif de l'homme libre, aujourd'hui le travail nous apparaît encore comme l'instrument captif de la propriété capitaliste, laquelle, comme Marx et Weber l'ont montré, n'a pour fin que sa propre croissance sous la forme de production de survalue. Il me semble que cette nature instrumentale du travail comme activité déterminée par une finalité extérieure est sous-entendue par deux positions apparemment aussi éloignées que l'affirmation de la fin du travail d'un côté et celle de la centralité sociale du travail comme pourvoyeur des droits sociaux de l'autre. Pour les uns, l'incohérence de la position morale qui affirme le devoir du travail est due au fait que les processus de valorisation du capital ou de redistribution des droits sociaux passent de plus en plus en dehors des activités du travail. Le capitalisme financiarisé et l'automatisation progressive des activités humaines semblent en effet montrer une indépendance de plus en plus grande de la plus-value par rapport au travail défini de manière classique comme instrumental. Pour les autres, le travail contractualisé reste la base essentielle de l'accès aux droits sociaux et par là même la forme principale de revendication sociale qui, justement en vertu de son histoire, l'on devrait opposer encore aujourd'hui à l'avancée du néolibéralisme financiarisé. Dans les deux cas, le constat aboutit à affirmer la nature instrumentale du travail lui-même, au sens que le travail y est toujours compris comme la condition pour la réalisation d'une finalité qui lui reste extérieure, création des valeurs économiques ou obtention des droits sociaux. Une façon de sortir élégamment de ce débat était de redonner une dignité anthropologique à la notion elle-même du travail, lui reconnaissant une valeur non seulement instrumentale, mais formatrice de l'humanité de l'homme et de la femme, le travail entendu comme porteur des dynamiques d'émancipation et de reconnaissance qui nous définissent comme citoyens. Malheureusement, cette alternative se heurte, à mon sens, à la nature de plus en plus opaque des activités humaines, animales ou machinales que l'on met sous les chapeaux du travail. Elle se heurte à la distinction croissante entre vie professionnelle et vie privée, qui semble montrer que la production des plus-values s'attache de plus en plus à la vie humaine elle-même, au-delà de la médiation du travail, mais aussi à l'impossibilité d'expliquer le refus du travail et la revendication d'une séparation entre les droits d'existence économique et de protection sociale et la condition des travailleurs. Comme je l'expliquais l'autre jour au séminaire, j'ai souhaité de ma part renverser les termes de la question et plutôt que m'attacher à définir la fonction travail dans des termes plus ou moins empruntés en anthropologie, de m'attacher à définir un objet social, l'entreprise. Pourquoi l'entreprise ? Parce que historiquement, c'est l'institution où le travail apparaît dans sa nature instrumentale, c'est-à-dire sous la forme d'un instrument des apporteurs de capitaux afin de créer de la valeur et sous la forme d'un poids salarié permettant d'accéder aux droits sociaux et à des formes de protection et d'intégration sociale, notamment grâce au compromis fordiste entre l'entreprise et l'État. Précisément en vertu de la nature instrumentale des activités qui s'y développent, l'entreprise apparaît comme un espace hiérarchisé, affranchi de l'existence démocratique
qui s'affirment progressivement dans la société civile, à la fois dans les institutions politiques, familiales, associatives, au moins à partir de la fin du XVIIIe siècle. Que ceci soit compris comme un poids de la force de travail est de ce point de vue significatif. Le point est que l'entreprise apparaît comme l'institution intermédiaire entre l'État et la famille qui a permis le compromis fondateur de l'individualisme moderne, accepter la subordination dans la situation de travail pour se permettre ce seuil minimal d'indépendance économique permettant à l'individu de s'émanciper de la tutelle familiale et donc de donner un contenu à la liberté politique, exercée dans le cadre de conditions plus ou moins démocratiques. Mais d'autre part, c'est précisément dans la condition ultramoderne que nous vivons que l'entreprise est devenue en même temps quelque chose comme une forme d'existence synonyme de liberté. Deviens un entrepreneur, fonde ta start-up, sois efficient dans ta vie comme dans le travail. Certes, on peut liquider ces formules grand public comme une forme d'idéologie visant à inculquer dans l'individu une forme paradoxale d'auto-exploitation, de subordination de l'autonomie. Il en reste que même lorsque l'on affirme la centralité du travail comme vecteur d'émancipation, c'est encore dans la forme de l'entreprise, entendue comme aventure individuelle ou collective, que les individus contemporains dans les sociétés occidentales, mais non seulement, imaginent concrètement leur propre liberté ou libération comme un renforcement de leur capacité d'agir sur le monde qui les entoure. Donc, dans sa forme éminemment paradoxale, institution contraignante propre à l'espace économique qui semble prendre peu à peu les pas sous le pouvoir de l'État, d'une part, et d'autre part, en tant que forme de vie permettant la fin de la subordination, l'emprise croissante de l'entreprise dans nos sociétés, soulignée par plusieurs commentateurs, m'est apparue comme le symptôme d'une condition post-néolibérale, qui est la nôtre, dans laquelle la production des valeurs, la protection sociale des travailleurs et la propriété des moyens de production doivent être repensées. Si nous nous intéressons aujourd'hui aux plateformes digitales du travail, des plateformes dont tous vous avez entendu parler, comme Uber, Deliveroo, Airbnb ou Foodora, ce n'est pas parce que nous croyons que la plateforme digitale est devenue une forme dominante de production des valeurs, ni qu'elle le deviendra dans le futur immédiat. Ce n'est pas pour montrer que le travail change magiquement sous l'impulsion du progrès technologique en devenant plus libre ou plus asservi selon les interprétations. C'est parce qu'il nous semble que l'émergence de la plateforme comme mode de coordination du travail est un symptôme à la fois de cette excroissance du pouvoir économique sous la société civile et en même temps d'une crise de l'entreprise classique comme espace d'organisation du travail fondé sur la propriété privée. Je sais que ceci vous paraîtra éminemment paradoxal et d'autre part, c'est bien sur ces paradoxes qu'on avait conclu notre séminaire la dernière fois, pour ceux qui étaient là. Je souhaite maintenant aller un peu plus loin dans ce sens en affirmant que la plateforme digitale est un bon exemple pour commencer à décrire cette nouvelle condition qui est la nôtre, où les rapports entre subordination et liberté dans le travail semblent lui-même se transformer, et que c'est cette transformation profonde qui sous-tend tous les paradoxes de l'entreprise elle-même. La plateforme de travail, qu'est-ce que c'est? On peut la définir comme un dispositif d'appareillement algorithmique qui permet de mettre en relation une série d'acteurs producteurs de services autour d'une demande. Il est aussi vain, probablement, de parler en général des plateformes qu'il est vain de parler d'un seul et unique modèle d'entreprise. La force de frappe disruptive des plateformes de l'économie on-demand, comme Uber ou Deliveroo, n'est pas du même type de celle des sites de location Airbnb ou des sites de covoiturage Blablacar, qui à leur tour ne sont pas comparables aux plateformes de micro-travail ou de crowdwork comme Amazon Mechanical Turk ou TaskRabbit. Nous ne pouvons donc pas définir les caractères généraux de la plateforme, mais uniquement identifier des traits communs dans la création des valeurs économiques. Sur quelle base se fondent les modèles économiques des plateformes? Premier point, l'abattement des coûts de transaction, c'est-à-dire en large partie les coûts générés par la recherche, la formation et la gestion de la force de travail. Deuxième point, les commissions sur la transaction qui s'appliquent aux usagers comme aux travailleurs, sous des formes différentes et selon des quantités différentes qui sont fixées par la plateforme.
Troisième point, capacité de se présenter comme intermédiaire dans un marché biface, en exploitant notamment les externalités d'un groupe de services sur un marché pour attirer un autre client, comme Facebook, qui fournit un service de réseaux sociaux pour ensuite vendre les données laissées par ses clients sous forme de traces numériques. Quatrième point, l'exploitation de la propriété des travailleurs, qui sont les plus souvent propriétaires de leurs mêmes moyens de production, mais aussi de leur intelligence collective, et qui sont mis en concurrence entre eux afin de fournir les services. Je reviens sur ces 4 caractéristiques de la plateforme en la comparant au modèle de l'entreprise classique. Qu'est-ce que c'était l'entreprise classique, ou le modèle, disons, néoclassique de l'entreprise? Si on reste à l'intérieur de la théorisation économique, c'est ce que je ferai ici, et après on parlera plus largement du social. Le modèle classique est celui de la firme présenté par un célèbre essai de Ronald Coase en 1934, appelé The Nature of the Firm. Ronald Coase affirme que la firme n'existe en réalité que pour limiter les risques et les coûts de transaction, en particulier si liés au marché du travail. Pourquoi se demande Coase? Il y a des entreprises plutôt que tout simplement des marchés. L'entreprise, pour lui, émerge en fait comme une surface d'intermédiation entre le capital et le travail qui permet d'abattre ces coûts de transaction en internalisant un travail qui était auparavant disponible sur les marchés. Et donc, de réaliser un plus-value par rapport au travail dans sa forme marchande. En gros, le travail à l'intérieur des limites de l'entreprise coûte moins cher qu'aller le chercher tout le temps sur le marché. De là, 2 conséquences. La firme existe comme espace séparé du marché, caractérisé par des relations hiérarchiques et la formalisation de la relation de subordination qui permet l'exercice de l'autorité. L'entreprise est décrite par Coase en effet comme une sorte d'île organisationnelle et d'organisation quotiente dans la mer de la coopération inconsciente du marché. Mais deuxièmement, en tant qu'ordre espace autre que les marchés, l'entreprise existe pour payer au défaut du marché, donc ces fameux coûts de transaction. La possibilité donc de l'entreprise elle-même serait encore une conséquence du marché. Or, qu'est-ce que c'est aux plateformes? En automatisant les relations entre donneurs d'ordre et prestataires de services, les plateformes digitales permettent d'abattre ces coûts de transaction que les marchés devaient initialement prendre en charge. Elles organisent en fait un marché fluide où la force de travail est immédiatement disponible on demand, ce qui permet effectivement en même temps d'externaliser intégralement le travail et de renoncer au contrat de subordination. Cette externalisation n'est pas nouvelle, le travail étant considéré comme un coût depuis longtemps, mais pratiquement depuis toujours dans la théorie économique. Mais ici, on n'est plus dans la simple sortie du travail de l'entreprise, on est plutôt dans l'intégration du marché du travail dans les frontières de la plateforme, à travers la promotion de la concurrence généralisée entre des indépendants, livreurs de services, qui sont censés se transformer en rentières et vendeurs de services de leur capital humain. On dira alors que les plateformes apparaissent comme des sortes d'hybrides entreprises-marchés, coordonnant des acteurs sociaux qui ne sont plus des salariés, mais des indépendantes en concurrence pour s'assurer des parts des marchés. Là où l'entreprise moderne s'est caractérisée comme espace de production des marchandises et des services séparés du marché, la production des valeurs de la plateforme elle-même est organisée, ou plutôt désorganisée, directement par les marchés. Deuxième point, on peut dire, en gros, que là où l'entreprise était institution donc censée produire de la valeur, il y a donc aujourd'hui des hybrides entreprise-marché. Autrement dit, l'effritement de la frontière entre entreprise et marché montre que le marché lui-même est devenu un dispositif de captation de la valeur qui est de plus en plus directement extraite du corps social à travers le vecteur immatériel de l'algorithme, qui accumule de l'information pour minimiser les pertes et accumuler des profits. En réalité, la théorie économique, qui a toujours pensé l'entreprise, comme je le disais, à partir du marché, ne semble pas dépourvue d'outils intellectuels face à cette situation. Par exemple, 2 juristes qui s'appellent Alkian et Debsets avaient déjà démontré qu'en réalité, ce qui explique le fonctionnement de l'entreprise, encore plus que l'autorité et la supériorité intrinsèque de l'organisation hiérarchique, est la vertu de la propriété. En droit de propriété,
était défini par eux comme un droit socialement validé, donc reconnu, à choisir les usages d'un bien économique. Le droit de propriété, selon eux, est ce qui permet de mettre à profit la supériorité du travail en équipe par rapport au marché à travers une activité de contrôle et mesure de prestations qui est propre d'un personnage qui s'appelle le moniteur ou le créancier résiduel, comme il l'appelle, c'est-à-dire les personnages qui perçoivent les rendements résiduels une fois que tous les facteurs de production ont été rémunérés. Dans d'autres termes, en fait, c'est le moniteur qui est titulaire des droits de propriété qui fait exister l'entreprise comme entité collective au-delà des membres particuliers. La finalité de l'opération de Elkind et Messet, c'était évidemment apologétique. En réalité, il s'agissait de montrer que l'organisation de la production typique de l'entreprise capitaliste, fondée sur la propriété des moyens de production, était en réalité la plus efficiente, la plus efficace possible, et en effet, pour eux, le droit de propriété est réduit au seul droit d'exclure et d'aliéner, donc de vendre, et la propriété exclusive est reconduite comme le facteur déterminant de l'efficience du marché. Or, qu'est-ce qui se passe dans la plateforme? Dans la plateforme, c'est le prestataire de services qui est formellement titulaire de la propriété des moyens de production. C'est-à-dire que, dans les cas du vélo, du rider de Deliveroo, de la voiture pour les taxistes de Uber, de l'ordinateur pour les travailleurs de TaskRabbit, c'est le travailleur lui-même qui est socialement propriétaire des moyens de production. Que se passe-t-il lorsque la propriété des moyens de production donc n'est plus concentrée dans les mains du moniteur? L'usage du moyen de production n'est plus déterminé par les moniteurs managers, mais par les travailleurs singuliers, qui n'étant plus liés en seule entreprise par les contrats de subordination, peut par exemple mettre son bien à disposition d'une autre plateforme. Le rôle du moniteur titulaire des droits de propriété n'est donc tout à fait plus justifié, et ce qui va disparaître, c'est tout simplement la supériorité de l'équipe organisée par rapport au marché. En réalité, les choses sont plus compliquées. L'actionnaire des grosses entreprises plateformes digitales reste propriétaire des droits d'exploitation de l'algorithme, notamment sous la forme des copyrights. Puisque l'algorithme lui-même gère la relation de travail et le management du travailleur, le capital productif n'a plus de fonctions nécessaires pour la mise en place du coopérativisme de travail. C'est pour cela, par exemple, que les théoriciens du capitalisme cognitif voient dans la plateforme une expression générale de ce qu'il appelle le devenir rente du profit. Il ne s'agit plus d'organiser la production, mais il s'agit juste d'exploiter des droits intellectuels sur l'usage de l'algorithme. Mais cela signifie qu'à minima, on a une situation bifide de la propriété des moyens de production, qui d'une part sont externalisés vers les travailleurs et de l'autre part se concentrent dans ces droits de propriété du capital immatériel qui est l'algorithme. La fonction de la propriété exclusive des moyens de production n'est donc plus suffisante pour définir ce que c'est une plateforme. À ce stade, il ne faudrait même plus parler d'hybride entreprise-marché, mais carrément de la dissolution de l'entreprise dans les marchés. C'est pourquoi, pour un certain nombre de commentateurs, le modèle économique de la plateforme semble correspondre au modèle d'entreprise de ce qu'on appelle les théories de l'agence. Les théories de l'agence, qui s'affirment dans les années 70, années 80, définissent l'entreprise comme un nœud de contrat, où il n'y a plus de distinction entre la relation d'emploi et une relation commerciale. Et donc, du coup, il n'y a plus virtuellement de distinction entre marché et entreprise, mais même à niveau logique, pas seulement au niveau d'espace. Selon eux, en fait, les organisations, ce sont des simples fictions légales qui servent de support à un ensemble de relations contractuelles libres entre individus. Et en effet, la propriété intellectuelle de seul moyen d'exploitation de l'algorithme semble correspondre à ce petit noyau central organisé autour de la propriété, justement, qui laisse les individus libres de s'organiser comme ils veulent. L'entreprise plateforme, en effet, selon certains commentateurs, semble correspondre précisément à sa situation, c'est-à-dire elle est réduite en structure centrale, légère et flexible, alors que l'entreprise managériale organisée et transformée le travail, la plateforme se limite à contractualiser, à externaliser
et à contrôler à distance. Oui, mais les travailleurs de la plateforme ne coïncident pas non plus avec l'individu de la théorie de l'agence qui négocie à coup par coup les conditions de travail et s'autogère comme les travailleurs indépendants du XIXe siècle, avant l'invention du contrat salarial. Et ceci non seulement parce que, à bien voir, les livreurs de Deliveroo ou le chauffeur de Uber continuent de répondre à un flou d'injonctions qui ne se présentent plus comme des ordres émanant d'une hiérarchie, mais comme des alertes, des messages, des notifications provenant de l'algorithme. Mais aussi parce que la plateforme continue, comme l'entreprise classique, de fixer les coûts pour l'usager et la rémunération du travailleur. La subordination juridique du contrat salarial laisse ainsi la place à de nouvelles formes de dépendance économique et de subordination psychologique qui reposent sur la délégation de la tâche managériale à l'algorithme. C'est ce qui m'a confié, par exemple, avec désarroi, un jour, le PDG d'une grande plateforme digitale de services. N'ayant plus de contrat de subordination, il n'y avait plus simplement de place pour le management humain. Se délestant de sa force de travail, la plateforme instaure alors une relation paradoxale au travailleur. Il ne s'agit plus de garantir sa subordination en échange d'une protection juridique et économique, mais plutôt d'inciter les travailleurs à la compétition, tout en essayant d'augmenter sa dépendance économique, qui, dans l'absence de relations de subordination, reste désormais la seule garantie de fidélité et donc de productivité du travailleur usager. En synthèse, cette transformation de la production des valeurs, de la propriété des moyens de production et de la condition du travailleur dont la dépendance économique ne correspond plus à une situation de dépendance juridique, montre que la plateforme ne répond plus au programme ou au paradigme de l'entreprise classique. Les plateformes brouillent une série de distinctions qui structuraient l'entreprise et qui, en même temps, caractérisaient la nature instrumentale du travail. Distinction entre intérieur et extérieur de la firme, distinction entre vie professionnelle et personnelle, distinction entre propriété et subordination, mais aussi entre producteurs et consommateurs, distinction entre donneurs d'ordre et agents qui disparaît dans le rêve d'un management enfin équitable parce qu'impersonnel, garanti par la machine. Or, cette discontinuité entre plateforme et entreprise, qui fait en sorte que la plateforme digitale n'est plus simplement reconnaissable par la théorie économique de l'entreprise, se situe à la surface d'une transformation plus profonde. La plateforme n'est pas en soi le pur produit d'une innovation technologique déliée de ses conditions sociales. Il faut plutôt affirmer que ce sont des transformations juridiques, culturelles et politiques qui ont permis l'avènement de la plateforme comme mode d'organisation du travail et non l'inverse. La possibilité de la plateforme se ressine en effet à la fois dans un horizon d'individualisation de la relation d'ordre et d'exigences démocratiques qui se propagent de la société civile au monde du travail. Et c'est pour décrire ce phénomène que je laisse la parole à ma collègue Muriel Prévost-Carpentier. Merci Luca. Je remercie aussi Enrico pour l'invitation et Maria Grazia pour toute l'organisation et pour l'invitation aussi. Je vais poursuivre en soulignant d'abord le fait que les plateformes brouillent les distinctions, ce que Luca vient d'évoquer, qui jusqu'alors constituaient l'entreprise et qui se sont instituées en fait toutes ces distinctions tout au long du XXe siècle pour compenser en fait la subordination, l'instrumentalisation du travailleur dans la relation d'emploi. C'est ce qui fait leur force, ce brouillage des distinctions. Donc, on a coutume d'en parler de manière très disparate, en disant qu'il y a un brouillage de la vie personnelle et de la vie professionnelle, un brouillage des temps, un brouillage des lieux. En fait, ça va beaucoup plus loin parce qu'on peut dire que la dichotomie entre ces distinctions, elle s'efface, et même aller jusqu'à faire l'hypothèse avec, on le voit hein, avec la dichotomie, par exemple, de la propriété et des moyens de production. On peut aller jusqu'à faire l'hypothèse que par l'intermédiaire de la plateformisation, donc l'intermédiation par la plateforme elle-même, toutes ces contradictions, elles deviennent portées de manière interne aux travailleurs. Et c'est ça qui est caractéristique dans le travail plateformisé en tant qu'activité, c'est simultanément l'élargissement de la contrainte et l'élargissement de la liberté. Et de mon point de vue, c'est ça qui fait que ça fonctionne si bien, enfin en tout cas que ça fonctionnalise si bien les travailleurs. Il y a deux mouvements qui sont portés de manière intrinsèque par chaque travailleur dans un processus interne au soi qui renforce la subordination à ce que Enrico appelait lundi la tyrannie du consommateur en réalité.
En effet, la prestation est achetée et caractérisée par le client sur son smartphone, par l'intermédiaire de l'algorithme, toujours plus élaboré, un algorithme qui permet en fait une très fine mise en procédure du travail à réaliser. Pas plus tard que ce matin, j'ai reçu un message de Uber, puisque je prends des Uber pour découvrir et travailler sur le sujet. Ma sécurité va encore être augmentée et il y a encore, j'ai une vidéo qui m'explique les fonctionnalités qui vont être ajoutées dans l'algorithme pour augmenter encore mon niveau de sécurité. Donc on voit que sans arrêt, c'est l'idée qu'on va toujours améliorer cette mise en procédure du travail. C'est ce qui permet une fonctionnalisation extrême du travailleur pendant le temps de la prestation, et on peut penser que c'est parce qu'il y a un bornage temporel très précis, prévu, programmé, que le travailleur accepte cette fonctionnalisation quasi totale aux désirs exprimés par le client sur la plateforme. Ces désirs, ils sont toujours plus singularisables au fur et à mesure des évolutions possibles de l'algorithme. On peut penser par exemple à ce que j'ai évoqué rapidement lundi, la possibilité qu'ont maintenant les clients de la fonction de luxe Uber Berlin aux États-Unis, parce que prendre un Uber, il y a différents niveaux de prestation quand on prend un Uber. Et donc, dans la fonction luxe de Uber Berlin aux États-Unis, on peut prendre le quiet mode, le mode silencieux, lors de sa commande, ce qui signifie qu'on peut commander par avance et sans avoir à le demander, que le chauffeur se taise. Donc, quand je parle de fonctionnalisation, c'est une fonctionnalisation quand on est dans l'observation de l'activité, quand on est dans ce véhicule. On rentre dans le véhicule, par exemple, si vous voulez parler au chauffeur, déjà de toute façon, même dans des... Nous, on n'a pas le quiet mode en France, mais déjà, si vous voulez parler au chauffeur, vous allez devoir lui donner des gages de confiance, ce dont on parlait hier avec Enrico, on avait un échange là-dessus. Il faut vraiment réaliser que quand je parle de fonctionnalisation, c'est une fonctionnalisation vraiment comme si on n'avait rien dit à la personne, on est dans le véhicule, on n'a rien dit à la personne, et pourtant... elle est totalement conforme à vos désirs, sans que vous lui ayez parlé, juste parce que vous avez effleuré votre smartphone. Donc c'est pour ça que je parle de fonctionnalisation. Du point de vue duquel je parle, j'ai évoqué lundi, moi je m'inscris dans une démarche ergologique et une démarche d'amélioration du vivre en santé des travailleurs et de prévention des risques professionnels. Je me demande pas uniquement ce qui se métamorphose en fait dans ces nouvelles formes, ce qui est nouveau dans ce qu'on appelle ces nouvelles formes, mais comment on peut considérer ces transformations du point de vue de l'activité pour transformer le vivre en santé des travailleurs. C'est ce que je vais essayer de situer maintenant, j'ai déjà évoqué lundi, et je voudrais exposer l'idée que certaines des caractéristiques du travail plateformisé s'inscrivent dans une transformation plus générale des formes d'emploi et de travail, et en même temps ont des effets de retour sur des formes apparemment traditionnelles de l'emploi de salariés. Donc pour être très clair, quand je parle d'élargissement de la contrainte et d'élargissement de la liberté, je fais l'hypothèse que ces effets d'élargissement, ils sont aussi des effets dans les formes d'organisation que vivent les salariés. Donc des effets en quelque sorte de contamination dans le salariat de ces nouvelles formes et de la forme plateformisation. Donc on peut considérer que le contexte actuel conjugue d'un côté le chômage conjoncturel et la précarisation sur le volet de l'emploi, et puis d'un autre côté, sur le volet du travail, une recherche de sens ainsi que d'émancipation chez les travailleurs. De plus en plus d'actifs sont inscrits dans des statuts alternatifs au salariat traditionnel. Alors pas de plus en plus en nombre, mais de plus en plus dans une vision que je vous exposerai après, d'effritement, qui avait été théorisé par Castel, d'effritement du travail salarié, de précarisation, mais aussi d'une forme de paradoxe, de subordination dans l'autonomie, comme tu le dis souvent, même dans le salariat. Donc... Les travailleurs peuvent s'inscrire dans des modes d'organisation qui conjuguent des formes d'emploi et de travail dans et hors de l'entreprise traditionnelle et qui proposent de l'organiser autrement. Ce que ces nouvelles formes montrent d'abord, si on est sur une vision très générale, ce sont des travailleurs porteurs d'un discours d'ouverture de possible, d'engagement et de performance, malgré ce qu'on sait de la fragmentation des parcours d'emploi et de l'augmentation des affections psychiques liées au travail qui est attestée par toutes les déclarations. Je parle de déclaration à la Caisse nationale d'assurance maladie, puisque je parle dans un contexte franco-français. Dans le même temps, les enquêtes conditions de travail de la DARES relèvent aussi que les salariés au parcours professionnel précaire sont plus confrontés aux exigences émotionnelles et au manque de reconnaissance. Et même dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, secteur qui est considéré comme plus porteur de sens, les risques psychosociaux ressortent comme particulièrement importants. Il y a des travaux là-dessus, des références que je ne vais pas citer maintenant. Donc, si on prend un premier volet de transformation, je vais exposer un volet de transformation sur le volet juridique. Le travail plateformisé, il peut apparaître comme une forme extrême des nouvelles formes d'emploi et de travail.
nous considérons ici le travail plateformisé comme inscrit dans la suite d'une histoire qui a vu le législateur, donc ici français, proposer successivement de nouveaux statuts juridiques pour l'emploi salarié depuis le début des années 80. Donc, précocement, il y a eu la loi du 3 janvier 72 qui est venue légaliser le travail temporaire et a amorcé la remise en cause du modèle du travail salarié de 5 jours par semaine à temps plein dans un lieu donné. Les statuts juridiques possibles se sont multipliés et les travailleurs peuvent maintenant pratiquer le portage salarial qui est apparu dans les années 80 et légalisé par la loi du 25 juin 2008, travailler à temps partagé ou travailler pour un groupement d'employeurs, loi du 25 juillet 1985. Ils peuvent aussi être entrepreneurs salariés, selon un oxymore qui a été relevé par Michel Lallemand précédemment, dans une coopérative d'activité d'emploi. Donc, entrepreneur salarié dans une coopérative d'activité d'emploi, c'est possible depuis le 31 juillet 2017, la loi relative à l'économie sociale et solidaire. Pour tous ces statuts, la subordination du salarié à l'employeur, elle reste intacte au niveau juridique. Elle est inclue par la signature du contrat de travail, par le ou la salariée. Et puis enfin, la grande évolution, c'est le statut de micro-entrepreneur en France qui a ouvert à ce que l'on qualifie de parasubordination, c'est-à-dire une subordination inscrite. Je cite un rapport du Conseil économique, social et environnemental sur les nouvelles formes du travail indépendant. Une subordination inscrite dans des relations contractuelles en faveur d'un ou une cliente principale pour un résultat déterminé et dont les conditions de réalisation, moyens, temps de travail, relèvent de la seule responsabilité du ou de la travailleuse. Donc le deuxième volet de transformation, donc on arrive donc jusqu'à la parasubordination dans la transformation juridique. Le deuxième volet de transformation que je pointerai, c'est la transformation technologique. Il faut prendre en compte en fait la place centrale des technologies dans les nouvelles formes d'organisation du travail. Elles jouent un rôle à la fois dans la définition de l'activité, dans son suivi et dans son évaluation, avec deux voies d'usage du numérique au travail qui semblent se dessiner, l'une normative et l'autre plus flexible. Ainsi, certains auteurs, je pense par exemple à Marc-Éric Bobillier-Chaumont, proposent de distinguer ces technologies selon un continuum qui va des technologies prescriptives aux technologies flexibles. Les technologies prescriptives sont celles qui vont définir comment le travail doit être réalisé, dans quel délai, selon quelles normes. Vous voyez bien là l'algorithme qui est exactement décrit, qui est la forme extrême de ça. Mais on peut penser aussi aux plateformes téléphoniques avec les scripts, on peut penser à tout ça dans les technologies prescriptives. On peut également les associer à la division des tâches et à la soumission aux normes définissant le travail. On peut faire le lien avec les dérives gestionnaires dénoncées pour leurs impacts psychosociaux qui tendent à être véhiculés par ces technologies. Dans le cas de l'économie des plateformes, comme on l'a vu, les technologies algorithmiques, elles permettent une intermédiation totale entre le consommateur et le travailleur, ce qui met l'entreprise en fait en retrait par rapport à l'organisation du travail, ce que Luca a très bien décrit. Mais alors qu'il y a une mise en retrait du management, la mise en compétition des travailleurs permet de réduire leur marge de manœuvre, sous peine d'être désactivé, parce que donc, quand on est par exemple un chauffeur Uber, on peut être désactivé. Il suffit qu'un client mette qu'il y a eu n'importe quel souci. On n'appellera pas le chauffeur pour lui demander ce qui s'est passé. On le désactivera d'abord. Donc, c'est-à-dire qu'il sera privé en fait de l'usage de l'outil de travail, alors qu'il a un véhicule à payer, etc. Donc, c'est ce qui fait, par exemple, que ces chauffeurs de plateforme, ils vivent toujours sous la menace de la désactivation, donc qui leur demande d'être très conformes à l'évaluation qu'ils risquent de recevoir, qui doit être toujours favorable. Et le chauffeur de plateforme, il finit aussi par accepter toutes les courses qui lui sont notifiées, sous pression en fait de cette épée de Damoclès de la désactivation. Dans l'expérience, c'est très signifiant lorsqu'on écoute ce qui est dit par un chauffeur Uber avec lequel j'échange sur la maîtrise de son aire géographique d'activité et ses possibilités de choix de course. Il me répond, je le cite, « La course sonne parce que vous êtes à côté. L'algorithme, quand il vous choisit, donc vous ne savez pas où vous partez, j'ai coulissé, donc quand il coulisse, il ne sait pas en fait où il va. Ça sonne, il accepte la course, il ne sait pas où il va. Donc coulisser, c'est comme ça pour accepter, comme quand on ouvre une application. Et on part, c'est le début de la course en vert, et c'est là que je vois dans l'adresse où on va. Je réponds en relevant le terme employé, l'algorithme, vous avez dit rythme dedans, et cet égo, algorithme, il rythme votre vie quand même. Il part dans un grand rire et me dit, l'algorithme a ça, donc quand il vous choisit, et donc vous ne savez pas où vous partez, ce qui compte, c'est le départ. Donc ce qui compte, c'est l'endroit où il est géolocalisé, et en fait, en quelque sorte, la géolocalisation, c'est le client qui attrape son chauffeur. Ce qui compte, c'est le départ. C'est pour ça que je vous ai demandé, vous allez à l'aéroport? J'avais une valise ce jour-là, donc il me dit, vous allez à l'aéroport? Parce que si vous allez à l'aéroport, on sera en train de partir à l'aéroport, parce que je n'ai pas choisi.
Donc, par conséquent, du point de vue de l'activité, ces transformations contemporaines du travail sont induites par les transformations technologiques, mais dans l'ouverture engagée par les transformations juridiques, ouverture qui, là, en l'occurrence, est un vide juridique, pour ce qui concerne les plateformes. La parasubordination signifie en fait qu'il y a un recul des obstacles à l'instrumentalisation d'un travailleur. Ainsi, les travailleurs, même fatigués, expliquent qu'ils peuvent coulisser pour une course à 8 € d'un quartier à un autre de Paris, ou pour une course à Chartres. Ça veut dire qu'en fin de journée, la personne elle peut travailler 9 heures et en fait, elle coulisse et elle ne sait pas si elle part pour une course à 5 € ou une course à 100 €. Même si majoritairement les gens, parce que plus on va loin, plus c'est cher avec Uber, donc les gens ne vont pas majoritairement loin, mais il y a quand même des gens qui vont loin, s'ils sont pressés, etc., pour des raisons de praticité, posséder un chauffeur, etc. Donc Chartres, c'est quand même à plus d'1 heure de Paris, c'est un exemple que me donnait un autre chauffeur. Il n'y a aucune prise d'information, parce que je suis philosophe, mais je suis aussi ergonome, donc la prise d'information, c'est ça qui m'intéresse quand j'interroge les gens. Et il n'y a aucune prise d'information qui permet d'influer sur ce choix de course à réaliser. Face à eux, ils n'ont que leur smartphone et il n'y a pas d'indication dans l'algorithme. Tout ce qu'on a connu, tout ce qu'a décrit, l'ergonomie, la sociologie du travail, tout ça, ça n'existe pas. D'où une transformation expérientielle en fait, du travail, c'est-à-dire une transformation de la manière dont les gens vivent le travail et le rapport de subordination. Les nouvelles formes m'apparaissent donc comme marquées par une transformation de la relation entre le prescripteur et le travailleur, une évolution de la forme de la subordination. Il y avait déjà eu des descriptions de ces évolutions, mais qui paraissent aller beaucoup plus loin. La subordination, inscrite dans la signature du contrat de travail par le salarié, devient moins uniforme, plus lâche, au profit d'une autonomie accrue, mais très ambivalente, allant jusqu'à des formes de travail entrepreneurial, même au sein des entreprises. Là, je parle de la question de l'intrasalariat. En fait, ce que je vous propose, c'est un tableau. Là, en 3 colonnes, que j'ai déjà présenté pour ceux qui l'ont déjà vu lundi. On peut se représenter en fait la nature de l'évolution. Donc, à droite, je vous ai mis la parasubordination dont on a parlé depuis tout à l'heure. Et en fait, quand je parle d'effet de contamination, c'est de dire que je ne dis pas qu'on peut mettre tout dans tout, je dis qu'il y a des choses qu'on peut associer en fait. On peut associer en fait l'idée que il y a une évolution sur un continuum qui part à gauche des organisations traditionnelles intra-entreprises, en passant au milieu par les organisations coopératives ou de travail en réseau, jusqu'à la parasubordination des micro-entrepreneurs. À travers cette description, ce que je voudrais montrer, c'est que le rapport que les travailleurs ont à l'entreprise a évolué, que le rapport à l'entreprise il est multiple aujourd'hui, alors même que pour les 2 colonnes du milieu, on reste dans le contrat de travail salarié et on est bien dans des formes salariées, qui sont exclusivement celles sur lesquelles je travaille dans l'institut de recherche dans lequel je suis. Donc le rapport à l'entreprise est multiple aujourd'hui avec une série de remises en cause, celle du salariat traditionnel, mais aussi des formes typiques du temps de travail, avec la fragmentation des temps d'emploi, la remise en cause également de l'unicité du lieu de travail, même dans les entreprises aux formes restées traditionnelles. On peut penser par exemple aux situations de télétravail dont j'ai parlé un peu lundi, donc je ne vais peut-être pas en reparler, on verra dans le débat si c'est pertinent. On voit aussi une remise en cause de la relation de loyauté, c'est-à-dire de la loyauté à un employeur qui s'inscrivait dans une relation durable. Ce dernier point est particulièrement caractéristique pour les travailleurs plateformisés qui sont incités à la multiconnexion, c'est-à-dire à la connexion à plusieurs plateformes, puisque les plateformes n'ont pas intérêt à ce qu'elles travaillent pour une seule plateforme, puisque sinon, ils risquent la requalification en contrat de travail subordonné. Dans les entretiens avec les chauffeurs, il ressort d'ailleurs que certains refusent la multiconnexion au nom de l'engagement envers une plateforme qu'ils ont choisie, s'investissant comme pour un employeur unique. On voit là des formes de culture de travail qui persistent et des formes plus anciennes. Maintenant, je vais parler d'une partie sur l'engagement et les émotions, parce qu'à travers les premiers entretiens menés avec des travailleurs dans les nouvelles formes que j'ai caractérisées dans ce tableau, de l'intra-entreprise jusqu'au travail plateformisé, le discours est celui d'organisations socio-professionnelles où les travailleurs pourraient toujours réinventer leur identité au sens d'un possible changement de soi si l'on ne se convient pas ou si l'on pense devoir s'adapter à un milieu professionnel nouveau, projeté ou encore dans lequel on vise à entrer, voire à investir dans la durée. Dans cet environnement mêlant enjeux du travail et de la consommation, un usage accru de soi, pour parler comme Schwartz, semble requis avec des travailleurs invités à mettre leur subjectivité au service du processus productif, c'est-à-dire leur singularité, des éléments d'engagement qui leur soient personnels. Travailler, être en activité, c'est toujours être dans un processus où l'on fait usage de soi, c'est-à-dire où on se sert de soi pour faire, où on mobilise ses propres ressources et celles de l'environnement pour réaliser ce qui est à faire.
Mais là, on va avoir, par exemple, Uber, par exemple, si vous allez sur le site que vous voulez devenir chauffeur, vous pouvez regarder. Vous avez des petites vidéos, des tutoriels pour vous expliquer comment vous allez faire pour montrer que vous êtes vraiment vous-même aux personnes et pour montrer à quel point vous vous engagez personnellement et vous donnez quelque chose de spécial, puisque les gens n'achètent pas une prestation pour aller d'un endroit à un autre, mais achètent une expérience quand ils traversent un lieu avec un Uber. Donc, ce qui est important, c'est que, avec le recul des limites que la personne pense pouvoir poser dans son activité de travail, l'engagement est accru. Je vais reprendre un exemple d'entretien, cette fois avec un travailleur qui est lié à une plateforme de livraison de repas à vélo. Le jeune livreur m'explique l'importance que lui et les livreurs de son groupe accordent à la performance sportive. Or, la plateforme fait usage d'un dispositif de suivi du travailleur dans l'espace, le tracking. Donc, pour ceux qui ont déjà pris déjà utilisé des plateformes, que ce soit Uber ou des plateformes de livraison de repas, vous connaissez. Pour les autres, j'explique. Quand vous commandez, en fait, vous voyez la personne, donc votre travailleur, qui en fait bouge dans l'espace. Donc, vous savez à combien de temps il est de chez vous, ou à combien de temps il va venir pour venir vous chercher, vous prendre en charge. Ça, c'est pour Uber. Donc là, le jeune livreur, il m'explique l'importance que lui et les livreurs de son groupe accordent à la performance sportive. Or, en fait, la plateforme, elle fait un usage d'un dispositif de suivi du travailleur dans l'espace, le tracking, et le travailleur apparaît donc comme un point sur une carte pour son employeur et pour son client. Et il y a des dispatchers, c'est-à-dire des salariés de la plateforme, qui attribuent les courses aux livreurs en fonction de leur disponibilité. Ce n'est pas le cas pour toutes les plateformes de food tech, mais il y a des plateformes qui ont des dispatchers. Et donc, en fonction des disponibilités et de l'endroit où sont les livreurs, et de l'endroit où sont les clients, et de l'endroit où est le restaurant où il faut les chercher à manger, la course est attribuée. Et donc là, le jeune livreur me dit, si vous voulez, on a un tracking, donc c'est la géolocalisation, mais ça, c'est aussi pour le service de dispatching, pour qu'ils sachent où on est. Donc, comme je vous le disais, celui qui est à Saint-Max, donc c'est en Lorraine, celui qui est au centre-ville, pour pas qu'il attribue celui qui est à Saint-Max, donc ça veut dire en gros, celui qui est loin, qui est dans une zone éloignée, il ne faut pas qu'on lui attribue la course et qu'il se dise j'en peux plus. En plus, vous êtes en Lorraine en plein hiver, hein, donc j'en peux plus, et donc le client, il doit aussi voir où on est. Donc, en fait, le dispatcher, il va attribuer, il connaît la ville, en fait. Il connaît la topographie de la ville, il connaît le temps à peu près que mettent les restaurants, etc. Et en fonction de tous ces éléments, c'est donc bien une personne. Là, je rejoins Kazi quand il dit que l'intelligence artificielle, c'est d'abord des gens qui la font pour l'instant. Hein. Et on voit bien là que le dispatcher, il va attribuer en fonction de tout ça. Et donc, pour revenir à notre question de performance, le client peut voir où est le livreur. Et donc, mon livreur dit... Quand il voit le point vert encore au resto, le client se dit « Ah ouais, ça fait 10 minutes qu'il attend au resto. » Et ça, me dit le livreur, je sais que personnellement, je slide quand je pars. Donc ça veut dire qu'il dit « Je pars du restaurant ». Il n'est pas obligé de le faire, mais il le fait parce que pour lui, c'est une façon de montrer à son client la performance qu'il va accomplir pour lui. Donc, il me dit, il rit et il me dit « C'est pas le... Ouais, il y a le côté performance, il y a le côté « Ouais, si le client me regarde, il faut qu'il voit que je vais vite ». Le dispositif de tracking transforme en fait la perception de l'activité par le travailleur et en fait, il se sent engagé dans une performance sportive. C'est lui d'ailleurs le premier, ce livreur-là, qui m'a parlé de bigorexie, en me faisant découvrir un mot et un concept, ce qui est l'addiction au sport et le fait d'avoir un emploi pour satisfaire cette addiction au sport. Et il m'a affirmé que beaucoup de livreurs à vélo développent cette addiction en y voyant une réalisation personnelle dans l'activité. Ça, c'est pas étranger pour tous les gens qui travaillent sur le travail. On sait toujours qu'il y a une façon de réutiliser les normes et une façon de se satisfaire. Sauf que là, quand je parle d'élargissement de la contrainte et élargissement de la liberté, j'ai vu des livreurs qui ont des vélos à 2 000 € alors qu'ils en gagnent 800 par mois, je pense en particulier à un. Et donc, si vous voulez, on voit comme ça que oui, vraiment, je dis simultanément élargissement de la contrainte et élargissement de la liberté. Et je pense que c'est ça qui fait tenir et qui favorise la fonctionnalisation. Là aussi, on voit donc le brouillage de la frontière traditionnelle entre temps libre et temps de travail que l'on a vu en parlant de la disparition de l'entreprise comme espace séparé. Donc, pour conserver sa valeur, l'individu en activité doit construire une image de lui-même en projection possible, voire probable, vers un projet professionnel réinventé dans lequel pourrait se déployer une nouvelle identité professionnelle, mais aussi personnelle. Parce que souvent, il y a cette satisfaction immédiate, mais il y a aussi, plus tard, je ferai autre chose. Et c'est ça aussi qui fait tenir.
Et dans une logique de performance portée par la société contemporaine, on considère qu'il y a une incorporation d'un tel discours. Les travailleurs s'appliquent à eux-mêmes en fait une performativité du discours en s'appuyant sur des émotions positives pour la soutenir et l'alimenter, tout en la structurant subjectivement, c'est-à-dire en la justifiant vis-à-vis d'eux-mêmes par leurs valeurs de mérite, d'effort, d'endurance au travail, de rôle à tenir dans la famille, d'autonomie, d'indépendance, etc. Et particulièrement dans le travail plateformisé, mais aussi dans les nouvelles formes d'emploi et de travail dont j'ai proposé un champ en associant des choses assez différentes. Cette logique de la réalisation individuelle exprime en fait une exigence plus générale d'une transformation de la subordination, ambivalente, mais dans laquelle l'individu pourrait participer à la définition de la tâche. C'est cette promesse qui est ouverte en fait par l'effacement progressif de la relation hiérarchique, verticale, typique de l'entreprise traditionnelle, s'exprimant à la fois dans des utopies comme celle de l'entreprise libérée, comme dans le remplacement du management par l'algorithme. Mais comme le montre justement le regard sur l'activité de travailleur de plateforme que je viens de vous exposer, on se tromperait d'interpréter le recul du management comme une libération de fait du travail. Ce n'est pas l'apparente disparition de la structure du commandement qui laisse une chance à l'émancipation des travailleurs, mais la construction concrète des structures délibératives de décision qui pourraient l'engager, à la fois dans la définition de la tâche et dans la planification des objectifs. La thèse que nous soutenons, c'est que la plateforme manifeste la disparition de cet espace séparé de l'entreprise, qui était un espace clos, dans lequel la subordination était acceptée et la citoyenneté mise en retrait. Par conséquent, on peut se demander si la mise en avant actuelle du modèle de l'entreprise libérée ne fait pas écran à la délibération sur l'entreprise démocratique, par exemple. Et le point de vue que va exposer maintenant Massimiliano Nicoli du coopérativisme de plateforme remet en fait au centre du débat sur le débat sur le travail et représente une opportunité. C'est dans le titre de notre conférence. On veut aussi parler des opportunités. C'était aussi la demande de l'atelier Arlib et de Enrico et Maria Grazia. Parce que c'est aussi la question de la démocratisation du travail qui est posée, plutôt que de sa libération, dont on ne sait pas encore de qui elle viendrait et à qui elle serait bénéfique. Je l'ai. C'est toujours terrifiant d'entendre sa voix. Sans microphone, ça va pas. Je l'utilise. Je l'utilise ou pas? Je l'utilise. D'accord. Il y a bien le narcissisme. Enfin, le narcissisme est toujours lié à l'image, pas à la voix. C'est plutôt enfin, non, les chanteurs. Là, on peut peut-être parler d'un narcissisme sonore. Platform coopérativisme. Coopérativisme de plateforme. Qu'est-ce que c'est? Peut-être, vous le savez déjà, vous le savez aussi bien mieux que moi. Disons très brièvement, le coopérativisme de plateforme, selon, on ne peut pas s'en passer de citer Trebor Scholz, le personnage qui a inventé, si on peut parler d'invention d'un concept dans ce cas-là, mais bien sûr, c'est celui qui a introduit et a fait circuler le concept de plateforme coopérativisme. Chercheur, enseignant et militant. C'est un mouvement social, économique, qui vise à construire une économie coopérative, numérique, digitale, selon les principes de l'extension de la propriété, c'est-à-dire les travailleurs, mais plus largement les stakeholders, les parties prenantes, dirigent, contrôlent la technologie, contrôlent le processus de production, là où il y en a, les algorithmes, les données, l'usage des données, enfin, tous les aspects de la plateforme numérique. Gouvernance démocratique. Participation, autre principe, à la conception même, à la création et au développement open source de la plateforme. Le cas du platform cooperativisme est très intéressant selon nous, non pas parce qu'il serait représentatif de la réalité du travail en général, bien évidemment, on vient de le dire par rapport au platform capitalisme, non? Au capitalisme de plateforme. Mais il est très intéressant parce qu'il s'efforce justement de réinvestir les plateformes numériques, digitales,
à partir du point de vue stratégique du travail lui-même. Et cette stratégie, peut-être, est susceptible de faire apparaître quelque chose, les contours d'une possible organisation du travail fondée sur les principes du commun, et en même temps d'esquisser ce qui pourrait être non pas la fin de l'entreprise, mais plutôt l'institution de ce qu'on pourrait appeler, avec Pierre Dardot et Christian Laval, l'entreprise commune. Luca a déjà très bien montré comment les plateformes ne sont pas quelque chose qui sort magiquement des esprits géniaux des inventeurs, mais c'est quelque chose qui reflète des transformations dans les conditions sociales. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus. C'est d'ailleurs l'opération que Trebor Scholz et Nathan Schneider, un autre nom associé au mouvement du plateforme coopérativisme, font, en essayant de renforcer cette image d'un travail qui serait périodiquement bouleversé par l'innovation technologique, toujours impulsée par les entreprises. Luca et Muriel aussi vous ont déjà montré comment ce sont en fait les transformations néolibérales qui se sont passées dans la société au niveau politique, au niveau d'organisation du travail, qui ont rendu possible l'apparition de la plateforme. Là aussi, je peux permettre d'aller vite. Ce qu'on peut faire à partir de la question du plateforme capitalisme, si ce n'est pas, comme je viens de le dire, l'annonce de la fin de l'entreprise, c'est d'essayer de repenser l'entreprise elle-même à partir des formes de coopération qui naissent des luttes contre la précarisation et les nouvelles formes d'exploitation du travail. Or, dans ce contre-attaque du travail coopératif au capitalisme des plateformes, on peut peut-être individuer, isoler trois stratégies qui nous semblent montrer en même temps les zones d'ombre de l'entreprise comme institution et aussi des possibles suggestions pour ce que pourrait être cette possibilité de l'entreprise commune. Donc, trois stratégies. La première stratégie part du constat, Luca l'a très bien expliqué, que l'image de l'entreprise comme institution fermée, fondée sur les contrats de travail, la hiérarchie managériale, était adaptée justement à décrire un système de distinction et de partage qui correspondait en fait à l'âge libéral, avant l'affirmation des rationalités des gouvernements néolibéraux. Espace public et privé, vie personnelle et professionnelle, on a vu tout cela. Or, cela étant dit, la plateforme, alors, en tant qu'hybride marché-entreprise, présente une situation qui, pour des auteurs comme Gerald Davis, que Luca même a pas mal évoqué pendant son séminaire avant-hier, et Michel Fer aussi, que j'avais évoqué moi-même toujours mardi, une situation qui est favorable à un modèle d'association des libres producteurs, ce qui nous renvoie aux formes de coopération pensées par Marx, dans le troisième livre du Capital notamment, par exemple dans le fameux chapitre 48, la longue histoire de l'intelligence politique du travail, on a écrit dans le résumé de cette conférence. Là où Marx parle de l'homme socialisé, c'est-à-dire l'ensemble des producteurs associés qui s'associent justement pour faire quoi? Pour réduire le temps de travail nécessaire, le royaume de la nécessité, en l'apportant sous leur contrôle commun, au lieu d'y être dominé, et pour développer sur la base de celui-ci, mais au-delà de celui-ci, le royaume de la nécessité, pour développer le royaume de la liberté, où se développent les capacités humaines. Ces contextes, donc, seraient
particulièrement favorable à la renaissance d'un coopérativisme qui se situe dans les zones grises de l'emploi pour garantir de nouvelles formes de protection aux travailleurs, cherchant justement à conjuguer l'autonomie de l'indépendant avec la protection des droits sociaux du salarié, comme dans le cas des coopératives d'activité et d'emploi dans le monde francophone évoqué tout à l'heure par Muriel. Coopérative, peut-être on va revenir là-dessus dans le débat, je dis très brièvement, coopératives qui ont créé cette figure paradoxale que tu as évoquée, que l'Allemand avait évoquée, de l'entrepreneur salarié, comme figure de la subversion. De quoi? De la subversion du travail juridiquement indépendant, mais économiquement, voire psychologiquement subordonné, sans pourtant revenir à la condition de la subordination salariale classique, mais en intégrant, au contraire, en gardant, en valorisant l'indépendance du travailleur libre dans le cadre d'une protection sociale qui est garantie par la participation, l'appartenance à la coopérative d'activité et d'emploi. Et il y a une coopérative d'activité et d'emploi, Smart, coopérative belge, et là on revient à la question du plateforme coopérativisme par exemple, qui avait réalisé une stratégie pour modifier les rapports de force entre une plateforme de livraison de repas, de Deliveroo, et ses livreurs, en assurant à ces derniers une protection sociale, la protection de leurs droits sociaux, l'assurance, la prise en charge du matériel aussi, etc. En faisant quoi? En créant une autre plateforme qui ouvre automatiquement une position contractuelle à chaque interaction entre la plateforme et le livreur. Voilà la stratégie. La stratégie serait de créer une coopérative, utiliser une structure coopérative déjà existante comme une coopérative d'activité et d'emploi, qui se branche sur l'entreprise plateforme pour lui imposer des règles décidées par les associés et les travailleurs. La deuxième stratégie investit plutôt le savoir et l'innovation technologique impliqués, bien évidemment, dans la construction des plateformes. Puisque le savoir technique qui permet l'avantage compétitif se concentre de plus en plus dans l'informatique, c'est clair, et dans les droits, construction des algorithmes et défense des droits de propriété sur les actifs, comme Luca l'a bien montré. Le coopérativisme des plateformes cherche à s'emparer et à détourner ces savoirs en faisant quoi? En faisant, par exemple, notamment, en clonant le cœur technologique des plateformes. Uber, Airbnb, Deliveroo, n'importe lesquelles. Cloner son cœur technologique pour reconstruire les plateformes selon une logique démocratique et coopérative. Il y a un exemple, enfin, pas qu'un exemple, mais si on reste dans le milieu de la livraison à vélo, par exemple, il y a CoopCycle, Fédération européenne des coopératives de livraison à vélo, basée ici en France, à Paris. Ils ont produit un outil numérique de cycle logistique complet, à code ouvert, qui permet justement aux coopératives de livreurs de gérer leurs courses et aux commerçants, aux restaurants et aux clients de commander, etc. Les logiciels et l'usage des logiciels, dans ce cas-là, est réservé aux coopératives de livreurs, bien évidemment. Le domaine de l'économie digitale représente, de ce point de vue, un avantage considérable pour le coopérativisme de plateforme, qui peut s'appuyer sur une technologie relativement peu coûteuse, l'algorithme. Il y a un problème qui reste, qui demeure, c'est le problème de la capacité de calcul. Parce que quand vous avez un algorithme à faire fonctionner, ça veut dire que vous devez calculer beaucoup de données. Et il faut avoir les machines pour le faire. C'est qui a les machines qui permettent cette possibilité de calcul? Certes, des grandes entreprises qui peuvent se permettre d'acheter, entretenir ce type de machines, ou alors vous devez louer de l'espace de calcul, du cloud computing,
Et vous le louez où? Il y a un duopole, Google et Amazon. Donc il y a une limite dans le développement d'une plateforme coopérative, une limite de dimension. Comment? Sauf à la blockchain, c'est vrai. C'est vrai. Il y a quand même un problème écologique de consommation d'énergie dans ces cas-là aussi. De toute façon, le plateforme coopérativisme ne peut que se configurer plutôt comme une fédération de coopératives. Il ne pourra jamais aboutir sur la construction d'un géant coopératif, mais plutôt une fédération, un écosystème de coopératives, dont chacune reste à l'échelle locale en cherchant des partenariats, par exemple, avec les municipalités. Les municipalités mieux disposées. Enfin, il y a des limites techniques, tant mieux, on a envie de dire. Troisième stratégie se situe au cœur du désarroi d'un management qui mélange taylorisme poussé à l'extrême, techniques de management incitatif, démultiplication de l'esprit start-up. Mais Luc et Muriel en ont déjà parlé. Cette transformation managériale dans les plateformes comporte l'effondrement de l'obéissance garantie par les liens de subordination juridique, qui contribuaient à soutenir toutes les séparations dont on a parlé tout à l'heure. C'est clair que, comme vous l'avez dit, quand le contrat de subordination est remplacé par une myriade de contrats en freelance gérés par un algorithme, le management humain a de moins en moins de marge de manœuvre pour imposer ses vues et ses commandements. Ce qui implique extension de la précarisation et de la dépendance économique, ce qui exacerbe la compétition, mais ce qui ouvre aussi parallèlement de nouveaux espaces de lutte, comme l'a compris par exemple un autre collectif, toujours des livreurs, le CLAP, collectif des livreurs autonomes de Paris, collectif dédié à la défense des droits et des conditions de travail des livreurs auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs. Ils font quoi? Ils utilisent la multiconnexion, qui peut être utilisée de façon politique ou syndicale, comme dans ce cas-là. Et ils s'inscrivent sur plusieurs plateformes en même temps pour combattre l'usage du turnover, pour baisser les salaires et chercher à obliger les employeurs à augmenter le prix de la course. Enfin, possibilité pour le coopérativisme de plateforme de lutter sur le terrain du capitalisme digital en exploitant ces contradictions managériales, voire même des vides managériaux, témoignés par et juridiques, bien évidemment. De plus, comme le remarque Michel Fer dans son dernier ouvrage Les temps des investis, en reprenant les mots de Jérôme Pimot, qui est un animateur du collectif CLAP, le collectif de livreurs autonomes. Ces stratégies coopératives sont en même temps accompagnées par des luttes visant à la reconnaissance du statut des travailleurs salariés pour les travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, micro-entreprises ubérisées. Parce qu'il s'agit, il y a des outils juridiques aussi à mettre en place, il s'agit de fausses indépendances qu'on peut voir reconnues par les tribunaux. Or, ces luttes pour la requalification du travail indépendant en emploi salarié n'ont pas forcément le but de revenir stablement en condition de subordination salariale, à la condition de subordination salariale classique. L'enjeu politique et symbolique, au-delà de l'indemnisation économique, bien sûr, qu'on peut obtenir à travers ce type d'action, l'enjeu politique serait celui d'infliger un grave dommage financier à des entreprises plateformes dont la possibilité de lever des fonds auprès des investisseurs
dépend justement du fait de ne pas avoir de travailleurs salariés. Le but donc est plutôt celui de provoquer la banqueroute de ces entreprises plateformes, de les faire disparaître pour que les plateformes coopératives, l'écosystème des plateformes coopératives puissent prendre leur place. Tout comme, dit Fer, selon Fer, on peut discuter de ça, les syndicats de l'ère industrielle cherchaient à négocier de meilleures rémunérations à l'intérieur en investissant la relation salariale pour améliorer son condition, pour accéder aux droits, mais aussi en même temps, non pas pour se résigner à la condition salariale même, mais pour accélérer, intensifier, en faisant grandir la masse salariale, la baisse du taux de profit des entreprises. Et donc intervenir directement sur une des contradictions internes de l'accumulation capitaliste. De plus encore, les activistes réunis dans le mouvement du platform cooperativism sont aussi revenus du mythe de l'open access, de l'accès libre, et montrent comment le supposé partage cache en réalité une prédation qui utilise justement le vide juridique autour des plateformes pour reconduire des rapports d'exploitation. Ainsi, les principes du platform cooperativism sont déclinés sous la forme d'une triade communal ownership, democratic governance and transparent data. On les a déjà évoqués au début en définissant le platform cooperativism, ces principes. Nathan Schneider a créé l'expression owning is the new sharing pour contester la coïncidence triviale entre la démocratisation d'un outil ou d'une ressource et l'accès sans propriété ni gouvernance. Il faut s'approprier de la plateforme. Mais si l'on regarde plus dans les détails cette appropriation, on peut légitimement se demander de quoi elle est. Non pas de la chose plateforme, ce qui serait par ailleurs inutile, vu que la plateforme elle-même n'est ni une chose, ni même entreprise jouant en fonction d'intermédiaire entre offre et demande, mais plutôt, encore une fois, un écosystème, un milieu de coopération, dont le but principal n'est plus désormais le profit, mais précisément la transformation de l'individu propriétaire. S'approprier de la chose plateforme signifie concrètement mettre en place les outils de sa gouvernance démocratique dans un mouvement instituant qui procède d'un double refus. Le refus de la condition de subordination salariale traditionnelle classique et le refus de la condition des travailleurs indépendants livrés à sa solitude. La distinction entre droit d'accès et droit d'usage, celui-ci comprenant l'élaboration des règles de cet usage, pourrait alors se révéler décisive pour aller vers une définition de la plateforme moins comme une chose que comme une forme de la relation aux choses. De toute façon, ces stratégies nous montrent la possibilité de la construction d'une entreprise commune, comme projet qui se forme à l'intérieur des luttes, dans leur matérialité, dans leur immanence, au milieu d'une crise qui est la crise de la forme entreprise. Et dont, bien sûr, dans les sillages de l'histoire de la coopération, de la libre association des travailleurs, des luttes pour la reconquête du contrôle sur les temps de travail, pour l'autonomie du travail, sans dépendance ni économique ni psychologique. Vous avez parlé aussi de ça, de la dépendance psychologique, de la moralisation du travail à partir du 19e siècle qui passe par le taylorisme et le fordisme, à la coïncidence, à la limite, entre le travail productif et le travail sur soi. L'usage de soi qui devient un travail productif de soi, de son image de soi, de l'image de soi, comme on dit dans le management, dans les discours managériaux, etc. En ce sens, les coopératives de plateformes nous semblent très intéressants et potentiellement porteurs d'effets de transformation politique plus larges, pour des raisons, malgré sa dimension minoritaire, pour des raisons qui sont autant objectives que subjectives. Pourquoi? Parce que pas seulement il attaque la crise du modèle traditionnel de l'entreprise, avec sa structure propriétaire et sa fonction managériale, mais il investit aussi
se leurrer de l'abolir, la condition subjective des travailleurs qui sont désormais transformés en rentiers de leur capital humain, comme tu l'as dit Luca, en gérants managériaux de leur capital humain, en investisseurs, comme le dirait Michel Fer, sur leur propre capital humain. Et dans une économie qui pivote toujours plus sur la valorisation de soi, la valorisation de son capital humain, sur l'augmentation de la valeur de soi, ce qu'on pourrait appeler même une économie de la valorisation de soi, une self-worth economy, comme on commence à dire en anglais. C'est pourquoi le plateforme coopérativisme, bien que, oui, ça reste extrêmement minoritaire, n'est pas un mouvement utopique. Ou alors, il est bien, dans le sens de l'utopie réelle, dans le sens paradoxal d'une utopie réelle, expression qui ouvre tout un champ de réflexion théorique et politique possible qui se passeront peut-être dans ces lieux prochainement. Donc, il ne l'est pas, un mouvement utopique, ou alors il l'est bien, dans le sens de l'utopie réelle, dans la mesure où il ne subordonne pas la lutte pour l'émancipation économique et politique des travailleurs à un projet général de transformation de la société qui serait la condition préliminaire de l'émancipation, mais pour la réalisation duquel, ces projets-là, on n'a pas de rapport de force favorable à ce moment-là. Il ne l'est pas, ou il est bien, dans la mesure où il ne vise pas à la conservation ni à la résurrection d'un modèle institutionnel d'entreprise qui, même dans une forme coopérative, parce qu'il y a l'emprise traditionnelle coopérative aussi, impliquerait économiquement soit un retour impossible aux séparations traditionnelles typiques de la société avant le néolibéralisme, séparation, ça on a compris, qui n'existe plus du tout, soit une définanciarisation de l'économie qui, elle aussi, n'est pas là à portée de main. Il ne l'est pas, ou alors il est bien, dans la mesure aussi, il ne s'appuie pas, ou pas que, sur des sujets politiques et collectifs en situation de crise depuis longtemps et dont la force propulsive est peut-être épuisée, comme les organisations syndicales traditionnelles, on peut discuter de ça aussi. Et il ne l'est pas finalement dans la mesure où il ne présuppose pas l'existence d'un sujet politique déjà là, déjà formé, déjà constitué, selon les lignes de l'anthropologie politique du XXe siècle, mais au contraire, il situe les processus de formation des subjectivités politiques à l'intérieur des conditions de travail et de vie des individus réels, en se confrontant avec leurs besoins, désirs, pulsions, attentes, bien évidemment. En ce sens, le coopérativisme des plateformes ne prétend pas, d'effacer par un coup d'éponge. Est-ce qu'on dit ça en français aussi, effacer par un coup d'éponge les transformations anthropologiques néolibérales qui ont conduit à la production du sujet entrepreneur, de soi, investisseur sur soi, sur son capital humain, mais il a ambition à conserver le besoin d'autonomie et indépendance que les transformations néolibérales ont récupéré ou éventuellement ont produit, tout en les déconnectant de la loi de la compétition et de la valorisation individuelle. C'est-à-dire, l'indépendance n'est rien d'originaire, elle s'est produite en commun, comme peut-être l'emprise commune. Pour conclure, si le capitalisme de plateforme amène l'entreprise capitaliste, le capitalisme de plateforme amène l'entreprise capitaliste jusqu'à une limite au-delà de laquelle peut commencer la construction réelle de l'entreprise commune, le coopérativisme de plateforme peut être considéré l'une des tentatives qui vise aujourd'hui à organiser pratiquement la subversion de cette longue histoire de l'individu propriétaire, qui commence officiellement avec le vieux John Locke, en faisant de l'individu, mais de ces entreprises aussi, un effet, peut-être même un effet collatéral, d'une pratique qui est une pratique commune. Voilà.